Dans le monde entier, des millions de personnes disparaissent chaque année, tandis que statistiquement, une grande partie de ces personnes sont retrouvées dans les premiers jours. Des milliers et des milliers de personnes ne rentrent jamais chez elles. Leur destin reste un mystère qui tourmente ceux qui les ont connus. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons certaines des disparitions les plus troublantes d'Internet. Lauralee Lotka, âgée de 19 ans, a été vue pour la dernière fois en 1975 à Seattle, dans l'État de Washington, lorsqu'elle a quitté son domicile pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin. À l'époque, elle venait d'accoucher et devait passer un examen postnatal. Lauralee a peut-être pris le bus pour aller chez le médecin ou fait de l'autostop comme elle en avait l'habitude. Quoi qu'il en soit, mais ça, elle est là où elle n'est jamais arrivée au cabinet et n'a plus jamais été vue ni entendue depuis. Malheureusement, c'est probablement parce que Lauralee est une femme autochtone et que les affaires concernant ces femmes sont souvent négligées par les enquêteurs. Peu d'informations sont disponibles sur les circonstances de sa disparition 3 ans après qu'elle se soit volatilisée. Son portefeuille a été retrouvé à Blewett Pass, dans la forêt nationale de Wenatchee, État de Washington. Le col se trouve près de la route américaine 97. Aucun autre détail concernant la découverte du portefeuille n'est disponible. Les utilisateurs de WebSleuth, qui ont approfondi l'affaire de Lauralee, n'ont pas pu découvrir beaucoup plus d'informations. Mais ils ont déterminé, en utilisant des registres généalogiques, qu'elle n'avait peut-être que 17 ans au moment de sa disparition et non 19, comme cela est souvent indiqué. Cela s'explique car les registres la déclarent née en 1957 et non en 1955 comme le mentionne le Charlie Project. Les registres montrent également que Lauralee est née au Canada, mais malgré ses origines autochtones, elle ne semblait appartenir à aucune tribu. Il est à noter que sa mère a signé son certificat de mariage alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle a épousé Stephen Dewey Lotka, qui avait 2 ans de plus qu'elle en janvier 1974. Lotko était cuisinier et vivait à Seattle, et il a demandé le divorce en 1977, plusieurs années après la dernière apparition de Lauralee. La demande de divorce indiquait que le couple avait un enfant ensemble. En 1979, Lotka a été arrêté et a plaidé coupable de 2 falsifications. Il n'avait aucun antécédent criminel violent au moment de ses accusations. En 2019, une commentatrice du nom de Sheila a publié un commentaire sur un article du blog Charlie Project à propos de Lauralee, affirmant qu'elle était la fille de l'adolescente disparue. Elle a déclaré que son père était violent, avait agressé Lauralee enceinte, et que sa voiture était tombée en panne début 1975, dans la zone où son portefeuille a été retrouvé plus tard. Elle a déclaré que son père était un homme blanc et pense que c'est pour cette raison que la police ne l'a jamais vraiment enquêté comme suspect dans la disparition de sa mère. Mais ces informations sont à prendre avec précaution, car l'identité du commentateur reste invérifiable. Lauralee Lotka a été vue pour la dernière fois à Seattle, Washington en 1975. Elle est décrite comme une femme autochtone aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Elle mesure 1,60 m et pesait 54 kg. À sa disparition, elle pouvait porter le nom de famille Spamola, celui de son père biologique. Si Lauralee est toujours en vie, elle aura 70 ans. Toute personne ayant des informations sur son affaire peut contacter le bureau du shérif du comté de King au 206 280 16 4155. Mark Garvey, en 1987. Mark Garvey n'avait que 15 ans et vivait à Merseyside, en Angleterre, avec ses parents Dennis et Dorothy Garvey. Il était le 3e de 4 enfants dans la famille et fréquentait une école catholique pour garçons, où il réussissait bien et nourrissait l'ambition d'entrer à la faculté de droit. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, ses parents le décrivaient comme un garçon ponctuel et responsable qui ne causait pas de problème. Le 2 mars 1927, Mark a dit à sa mère qu'il sortirait retrouver sa petite amie plus tard et lui a demandé de repasser son meilleur pantalon et sa chemise pour le rendez-vous. Il est sorti ce soir-là habillé de cet ensemble et a promis de rentrer vers 21h. Dorothée a raconté au Liverpool Echo « Mark m'a simplement dit « Maman, je pars maintenant, à plus tard. » Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mark
serait parti avec seulement l'argent pour ses tickets de bus lorsqu'il n'est pas rentré à 21 heures. Cependant, Dorothée n'était pas particulièrement inquiète. Elle pensait qu'il s'était peut-être endormi chez sa petite amie ou que le couple profitait encore de leur rendez-vous. Mais au fur et à mesure que les minutes se transformaient en heures, elle a commencé à s'inquiéter. Lorsque minuit a sonné, elle a contacté la police, qui a ensuite envoyé des agents au domicile de la petite amie de Marc. Elle et ses parents auraient été alarmés par la présence des forces de l'ordre à leur porte. La petite amie a dit qu'elle ignorait pourquoi Marc n'était pas rentré, car il avait quitté chez elle à 21h30 pour prendre le bus. Les enquêteurs ont rapidement appris un fait notable. Marc s'était disputé avec sa petite amie ce soir-là, apparemment après l'avoir trouvé avec son meilleur ami. On ignore comment l'événement s'est produit, mais des enquêteurs en ligne ont proposé des théories. Peut-être avait-il appris leur relation plus tôt dans la semaine et qu'ils s'étaient en vue pour en parler. Boulevardé par la dispute, Marc aurait quitté la maison en larmes pour prendre le bus et rentrer chez lui. Les autorités ont rapidement découvert que plusieurs personnes pouvaient situer le jeune homme de 15 ans devant le pub Jolly Miller à West Derby, à l'intersection de Mill Lane et Queens Drive où il attendait un arrêt de bus. Si Marc avait pris le bus à l'heure, il serait rentré chez lui avant 22 heures. C'est le préjudiciement West City says Jazzy. Cependant, il n'y a aucune preuve indiquant si Marc est monté dans le bus ou non, car les seuls témoignages l'ont vu à l'arrêt. Les camarades de Marc ont été interrogés pendant plusieurs semaines sur sa vie, ses relations et ses éventuels lieux de présence. Le parc Walton a aussi été fouillé avec des chiens pisteurs. Bien que sa disparition ait été annoncée dans les journaux locaux et même par haut-parleur au stade de football de Goodison Park, aucune nouvelle piste ni aucun témoin n'ont émergé. Aucun autre détail n'est disponible dans l'affaire de Marc et les progrès ont été pratiquement inexistants depuis les décennies qui ont suivi sa disparition. Sa sœur cadette, Rose, poursuit ses recherches, ayant promis à leur père de ne jamais cesser de chercher Marc. Elle a déclaré au Liverpool Echo qu'elle sait qu'il est ici quelque part, affirmant « Je sais qu'il est là dehors parce qu'il était tellement intelligent et astucieux. Et je peux juste le sentir, je le sais. J'aime croire qu'il a une belle famille et que j'ai des nièces et des neveux quelque part », a-t-elle ajouté. « J'aime imaginer qu'il est marié, qu'il a un bon travail, une belle maison et qu'il réussit. Je ne pense rien de négatif à son sujet, je pense juste positivement et je sais que je vais le ramener à la maison. Un jour, il rentrera et je lui ferai le plus gros câlin sans le lâcher. Je n'arrêterai jamais de chercher parce que je sais qu'il est là dehors, je le sais. Aucune théorie n'existe pour Marc, faute d'informations. Des détectives amateurs pensant que le garçon de 15 ans s'est suicidé après le chagrin causé par l'infidélité de sa petite amie. Cependant, il n'y a aucune preuve, dans un sens ou dans l'autre, pour indiquer ce qui a pu lui arriver cette nuit-là. Marc Garvey reste introuvable. Âgé de 15 ans, il a disparu à West Derby, Liverpool, le 2 mars 1987. C'est un homme blanc, aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Lorsqu'il a disparu, il avait une silhouette mince et mesurait 1,60 m. Il a des taches de rousseur. Toute personne ayant des informations concernant l'affaire de Marc peut contacter le Bureau national des personnes disparues de la police au 0802 346 034 ou envoyer un email à ukmpu@ncagov.uk. Maïra Lewis, âgée de 2 ans, a été vue pour la dernière fois le 1er mars 2014 à Camden, Mississippi, entre 10h30 et 11h du matin par sa mère, Erika. La fillette jouait dehors avec sa sœur devant leur maison rurale sur Mount Pilgrim Road pendant que leur mère faisait des courses. Avant de partir, Erika a demandé aux filles de rentrer auprès de leur père qui s'occupait du nouveau-né. Mais on ne sait pas si les deux sont effectivement rentrés à l'intérieur. Erika, à gauche, et leur père, Grégory, n'ont pas remarqué la disparition de Mira avant plusieurs heures. Certains rapports indiquent qu'ils pensaient qu'elle était avec sa mère. Les recherches pour la fillette ont commencé entre 4 et 5 heures après qu'elle ait été vue pour la dernière fois par Erika, qui est rentrée à la maison vers 15 heures et a constaté sa disparition. Grégory a d'abord cherché avec son quad et a utilisé les chiens de la famille pour tenter de retrouver son odeur, même s'ils n'étaient pas des chiens pisteurs entraînés. Ses efforts se sont révélés vains et la police a été contactée peu de temps après. Les forces de l'ordre ont utilisé leurs chiens pisteurs pour chercher Mira sur la propriété. Ils ont fouillé la zone de 4 miles carrés autour de la maison, mais aucune trace de la petite fille n'a été découverte.
Le 2 mars, les autorités du comté de Madison ont émis une alerte Amber pour signaler la disparition de Mira. Le jour suivant, sa disparition a été requalifiée en enlèvement d'enfants et plusieurs autres agences des forces de l'ordre ont rejoint les recherches. Bien que de plus en plus de personnes soient mobilisées, Mira reste introuvable. Le 10 mars, le FBI a offert une récompense de 20 000 $ à toute personne fournissant des informations permettant de retrouver Mira. Mais peu de pistes ont été trouvées, et 3 jours plus tard, des plongeurs ont de nouveau été envoyés pour fouiller l'étang près de la maison de la famille. Pourtant, aucune preuve n'existait. Quelques semaines après la disparition, Erika a été arrêtée pour violation de probation. Elle a été accusée d'être une criminelle en possession d'une arme à feu et de ne pas avoir payé les frais de justice et de surveillance. Elle a été arrêtée et placée en détention, une décision qui a été critiquée compte tenu de sa situation. À l'époque, son mari affirmait ne pas être au courant de sa condamnation antérieure pour fraude aux aides sociales. Antoinette, la grand-mère de Mayra, a gardé espoir des mois, déclarant que celui qui l'a emmenée la ramène simplement à la maison. Je l'aimais, c'était une enfant obéissante et intelligente. Elle a 2 ans, mais l'esprit d'une enfant de 3 ou 4 ans. Il n'y a eu aucune piste dans l'affaire de Mira depuis sa disparition, et avec si peu d'informations, les théories sont rares et espacées. Des enquêteurs en ligne ont suggéré que, comme la famille vivait en zone rurale, ils savent ce qui s'est passé le jour de la disparition de la fillette de 2 ans. Le shérif Randy Tucker du comté de Madison a récemment exprimé des sentiments similaires dans le podcast Investigation Homicide, affirmant sa conviction que quelqu'un sur la propriété en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Il a décrit Gregory Lewis comme dépourvu d'émotion et expliqué que la famille n'est jamais restée en contact avec la police, contrairement à la plupart des familles de disparus. Et je crois fermement, encore aujourd'hui, que les personnes qui étaient sur la propriété ce jour-là savent exactement ce qui s'est passé, savent exactement où se trouve Mira et connaissent les circonstances entourant sa disparition. Mira est toujours portée disparue. Elle avait 2 ans lorsqu'elle a disparu à Camden, dans le Mississippi, le 1er mars 2014. Décrite comme une fillette noire aux cheveux et yeux marrons lors de sa disparition. Elle mesurait environ 94 cm, pesait 12 kg et portait un pantalon blanc ou kaki. Pull turquoise à motif d'ours et baskets roses. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a publié une image d'âge progressé montrant à quoi elle ressemblerait à 10 ans, bien qu'elle ait maintenant 13 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le département du shérif du comté de Madison au 6018 159 2000 345 ou le FBI de Jackson au 601 948 500 Sally 0. Sherry Roach, Sherry Elizabeth Roach, est née le 5 février 1959 et a grandi en Californie. Selon les rapports, elle avait l'habitude de fuguer de chez elle car elle et ses frères et sœurs ont grandi dans un foyer violent. Et Sherry a été placée en famille d'accueil à plusieurs reprises, bien qu'elle quittait souvent la maison. C'était une fugueuse qui restait toujours en contact avec sa famille, leur disant où elle était et ce qu'elle faisait. Au moment de sa disparition, Sherry avait 17 ans et vivait dans un foyer de groupe pour jeunes âgés de 16 à 19 ans, appelé Maison Pedregal à San Mateo en Californie. L'établissement est aujourd'hui fermé selon le Charlie Project. Le 8 juin 1976, Sherry a quitté la maison pour prendre un bus vers San Francisco, où elle travaillait, mais elle n'a jamais été revue. Un conseiller de la Maison Pedregal a signalé sa disparition une semaine plus tard, lorsqu'elle n'est pas revenue à la maison de groupe. Les enquêteurs ont rapidement découvert que Sherry n'était jamais arrivée à son lieu de travail. Aucune trace de son sac ni de ses effets personnels ce jour-là. Et une fouille de sa chambre dans la résidence partagée n'a donné aucun indice sur ce qui aurait pu lui arriver. De même, ses relevés financiers n'ont pas révélé où elle aurait pu aller. Des affiches avec le visage de Sherry ont été placardées dans la région et les premières enquêtes ont envisagé qu'elle ait été prise en stop. L'autostop était fréquent à l'époque, surtout pour les errants comme Sherry. Lorsqu'aucune piste ni aucun témoin n'a été trouvé, les autorités ont suggéré que Sherry était simplement partie de son plein gré et avait coupé les ponts avec sa famille. Mais ils ne pensaient pas que Jerry était très proche d'elle. Il a déclaré aux médias: quand elle fuguait auparavant, elle m'appelait et me disait où elle était, ce qui se passait. Cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Cela a amené la famille à soupçonner que quelque chose s'était mal passé.
Sherry devait être incapable de les contacter, car elle ne les aurait jamais laissés sans nouvelles volontairement. En 2020, Tom Paulin, du département de police de San Mateo, a noté que l'enquête initiale n'était pas très poussée et que les pistes se sont rapidement épuisées. Citer les officiers. En 1976, un entretien superficiel a été mené avec des personnes la connaissant, sans aucune piste concrète à l'époque. Elle a tout simplement disparu de la circulation. Évoquant son autostop, Jerry a dit « J'ai pensé qu'elle était tombée sur une mauvaise personne, ce qui a causé sa perte. » Pendant des décennies, il y a eu peu de progrès dans l'affaire de Sherry. Mais en 2020, une nouvelle preuve a été révélée. Quand sa mère a trouvé une photo de la jeune fille de 17 ans avec un homme plus âgé et plus grand dans la maison familiale, ils ne l'ont pas reconnue. Prise en 1976, elle montre Sherry avec un homme afro-américain d'environ 1,83 MA estimé dans la vingtaine. Les enquêteurs ont ensuite diffusé l'image auprès du public, sollicitant leur aide pour l'identifier et demandant à l'homme de se manifester afin qu'il puisse être interrogé. Tom Paulin a déclaré qu'il pourrait avoir des informations à son sujet s'il avait effectivement eu une relation avec elle à nouveau. Nous ne savons tout simplement pas qui il est. Pour l'instant, l'homme non identifié est simplement une personne d'intérêt. La famille de Sherry cherche toujours des réponses dans son affaire. L'homme demeure non identifié et ils n'ont pas avancé dans la découverte de la vérité sur ce qui lui est arrivé. Plus de 15 Jane Doe ont été écartées comme étant Sherry, y compris la Jane Doe de Tucson, une adolescente assassinée retrouvée en 1979 à Tucson, en Arizona et dans le comté de Monroe. Jane Doe, adolescente retrouvée morte dans l'océan Atlantique, comté de Monroe, Floride, en 1979. Sherry avait 17 ans lorsqu'elle a disparu de San Mateo, en Californie, le 8 juin 1976. Elle est décrite comme une femme métisse, moitié blanche et moitié amérindienne, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle pesait environ 52 kilos et mesurait 1,65 m. Sherry porte des lunettes, à la peau marquée de cicatrices d'acné et des dents de travers. Elle pourrait se teindre les cheveux en blond. Si elle est toujours en vie, elle aura 66 ans. Toute personne disposant d'informations sur l'affaire Sherry peut joindre le détective Lee Violette de la police de San Mateo au 65 0522 7 662 ou appeler anonymement la ligne d'information au 655 120 2776. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.